Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Radio Fringale. Aujourd'hui, une preview d'une petite course, rien de bien méchant. L'automne arrive tranquillou, encore quelques belles courses avant de repartir sous les sous-bois. Et aujourd'hui, on se penche sur une épreuve qui nous a plutôt bien réussi ces 2 dernières années avec le cheat code Big Julien Alavdadi. Et pour m'accompagner ce soir sur cette preview des mondiaux, Adrien. Salut Adri, comment vas-tu ? Salut la Torne, bonsoir à tout le monde. Écoute, ça va en pleine forme hein, malgré cette saison qui commence à être un petit peu longue pour mes petites jambes. Mais heureusement, là ce sera canapé, réveil dimanche matin, canapé. Et je pense que voilà, je vais vraiment apprécier la course qui s'annonce mine de rien assez relevée et très serrée. Alors, on vous annonce tout de suite la suite du dispositif. Si un Français lève les bras dimanche matin, il y a moyen qu'il y ait un petit Fringale Live qui parte tout de suite derrière. Et dans tous les cas, on essaiera de se retrouver lundi soir prochain pour débriefer les différentes courses des mondiaux qu'on aura pu avoir sur cette grosse semaine de courses. Voilà. On va parler tout de suite du fil rouge qui nous attend pour cette émission. Donc dans un premier temps, on va faire un petit point sur le chrono qui a eu lieu pour nous hier et pour vous quand vous écouterez l'émission avant-hier du coup. Ensuite, on va parler du parcours de cette magnifique course qui nous attend dimanche. Ensuite, on parlera des absents, puis de nos favoris au titre de champion du monde de cette année. On fera un petit point sur nos Français, celui qu'on voit le plus à même d'aller remporter l'épreuve. Et pour terminer, on vous présentera notre surprise du chef. C'est un peu le même concept que la pépite sur les grands tours, le coureur qu'on voit bien aller s'imposer alors que personne ne l'attend. Avant de commencer ce programme bien chargé, on voulait vous remercier pour votre participation pendant la Vuelta, pour votre fidélité. Vous avez été super nombreux pendant les lives, on s'est retrouvés toujours avec une trentaine de personnes en moyenne. C'était vraiment génial à vivre, on a bien kiffé et du coup on en profite pour vous dire que si vous nous découvrez aujourd'hui, n'hésitez pas à aller checker le contenu qu'il y a sur cette chaîne et à vous abonner pour nous soutenir si jamais cette émission vous plaît. Adrien, c'était du kiff la Vuelta. Ouais, non, on a pris quand même beaucoup de plaisir et c'est vrai qu'il y avait une petite déprime à la fin quand on s'est dit oh bah les lives Vuelta c'est fini. Non, c'était cool de pouvoir échanger en direct, d'avoir les réactions de tout le monde et comme enfin voilà je l'ai déjà dit mais en fait ça apporte vraiment je trouve d'avoir les réactions, les analyses de tout le monde en direct donc ouais non c'était très chouette. Du coup, pour pallier à votre non-présence sur cette émission, en tout cas en direct, n'hésitez pas à nous donner vos avis en commentaire sur les différentes rubriques qu'on va aborder ce soir. Et puis des petits pronos des podiums aussi. Bien évidemment, le petit bonus. prono podium, tu connais. Ouais. On sait qu'il y a de très bons pronostiqueurs d'ailleurs dans l'auditoire. Ah oui, c'est ça, on se méfie maintenant. On a eu l'occasion de le voir. Alors, sans plus attendre, la course de dimanche, du coup, et ce petit championnat du monde du contre-la-montre. 34 bornes, 200 avec un vainqueur que personne n'attendait, je pense. En tout cas, je ne l'attendais pas. Tobias Foss, qui magnifiquement va lever les bras. Ouais. Enfin non, mais quand même. Il a levé les bras une fois qu'il a vu que personne allait battre son temps, hein, quand même. Mais non, il en revenait pas. Il a fait un chrono vraiment monstrueux. Surtout la dernière partie de course où il a vraiment pu maintenir. Voilà, il gagne devant Stefan Kung, qui est pas le premier venu, qui fait encore deuxième, le pauvre. Il a été vice-champion d'Europe là au mois d'août. Ça s'est joué au centième, au dixième de seconde, je sais plus. Enfin, 3 fois rien. Et là, le pauvre, il était super bien parti. On s'est dit, bah allez, ça y est là, c'est pour lui. Il peut pas laisser échapper le titre. Et ouais, il est tombé sur un Tobias Foss assez exceptionnel, surtout que Foss, on en avait déjà parlé au début de saison. Moi, je crois que je l'avais même mis dans mon équipe sur le Giro. Tout à fait, ouais. Et il faut avouer qu'il a un peu déçu. Alors, sur les contre-la-montre, il a toujours fait dans toutes les courses des top 10. Il était toujours bien placé, même si c'était pas des victoires et qu'il avait jamais battu les gars qu'il a battus dimanche. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il est arrivé avec pas mal de fraîcheur parce que depuis la fin du Giro, il a couru les championnats de Norvège en juin et après il a repris que fin août au Tour d'Allemagne. Ok. Alors j'ai pas forcément suivi précisément, je sais pas s'il a eu une blessure ou quoi, mais en tout cas je pense qu'il était plus frais que ses adversaires qui eux ont plus couru et ça pour un championnat du monde en plus où tu vas le faire à l'autre bout du monde, je pense que ça joue.
En tout cas, on a eu un top 3 plutôt serré, puisque Stéphane Kung finit deuxième à 3 secondes. Remco qui confirme sa très bonne forme dans la lancée de sa Vuelta à 9 secondes qui finit troisième. Derrière, Ethan Hayter, qui se remet plutôt bien de son Covid, puisqu'il fait quatrième. Alors on sait qu'il est très bon, Ethan Hayter, mais à ce point-là, on l'attendait pas forcément. Stéphane Bissegger, cinquième à 47 secondes. Tadej Pogacar qui, pareil, est en bonne forme, on le sait, à 48 secondes. Et puis derrière, la grosse déception, Filippo Ganna à 56 secondes. Il a du mal à perf sur cette fin d'année, Filippo Ganna. Ouais. Alors on a vu là qu'il allait tenter le record du monde en octobre, donc le record de l'heure, pardon. Ouais. Donc est-ce que finalement il est vraiment focus là-dessus depuis pas longtemps. Après, donc je pense il doit être encore dans des charges de travail qui étaient très importantes, même dans cette semaine pré-championnat du monde. Donc le but c'était peut-être aussi dans son plan d'arriver avec pas mal de fatigue pour justement pouvoir, après les championnats du monde, vraiment se reposer, faire du jus et tout exploser au record de l'heure. En tout cas, je pense qu'on en saura un petit peu plus du coup sur sa performance de dimanche dernier, une fois que le record de l'heure aura été tenté. Tout à fait. Et nos Français, du coup, Bruno Armirail et Rémi Cavagna, qui font 10 et 11e à respectivement 1 minute 10 et 1 minute 15. Je pense qu'on a à peu près tout dit sur cette épreuve du contre-la-montre. Bah ouais, non, t'as bien fait de souligner, j'ai trouvé bonne perf d'Armirail. Ouais, il est costaud. Cavagna, c'est un peu à l'image de sa saison en chrono. Je trouve que c'est un peu décevant, un peu en dents de scie. Des fois, il est très bien, et puis des fois, ça passe pas du tout, quoi. Sur un chrono à peu près de la même distance que celui de la Vuelta, il prend pareil sur Remco. Il avait fini quoi, quelque chose comme 1 minute sur la Vuelta. Là, il a 1 minute de Remco aussi. Ouais. Il est finalement dans son range de l'année. Très bien. Du coup, il est temps pour nous, Adrien, de passer au parcours qui nous attend dimanche. Un parcours très excitant qui ressemble quand même pas mal au dernier parcours de championnat du monde qu'on a pu avoir. Je te laisse le détailler pour nos auditeurs et nos auditrices. Donc la course, le championnat du monde 2022 aura lieu, on l'a déjà un petit peu dit et je pense que tout le monde le sait, en Australie. C'est la ville de Wollongong. Alors, très belle prononciation. Vraiment comme ça, voilà, qui accueille l'événement. Et donc la course de dimanche, il y aura un parcours qui sera long de 266,9 km. Donc comme d'habitude, sur les championnats du monde, on est au-delà des 250 km à l'image d'un monument. Et comme un petit peu, sur ces dernières années, on a un parcours qui se fait en 2 boucles ou en 2 temps, avec une première grande boucle, on va l'appeler comme ça, de 34 km, où il y aura une montée de 8,7 km à 5%, avec de gros pourcentages à passer par moment. Mais ça, on va dire que c'est l'échauffement, c'est la mise en jambe, c'est ce qui permettra à quelques coureurs. Ouais, une petite échappée, ouais. Souvent inconnus. J'adore les débuts de championnat du monde parce que je connais jamais personne dans l'échappée. Pourtant, je pense connaître un petit peu de coureurs dans le peloton, mais alors là, c'est vraiment la découverte. Tu te dis, ah ouais, c'est le coureur mongol là qui s'appelle machin. Bah, ok, je connais pas. Et voilà, c'est toujours rigolo. Et ensuite, vraiment, le circuit final où tout devrait se jouer, donc c'est un circuit de 17,7 km, donc c'est un petit peu plus long que certains dont on a déjà eu l'habitude, avec 220 mètres de dénivelé positif, et la difficulté majeure, c'est la montée de Mount Pleasant, 1,1 km à 7,7% de moyenne, et des passages à 14%. Donc voilà, donc ce circuit sera à faire 12 fois, tandis que la première boucle dont je vous parlais ne sera effectuée qu'une seule fois par le peloton. Donc 12 répétitions de cette ascension, et bon, il y a quand même de grandes chances que c'est là où la différence va se faire entre les tout meilleurs. Après, à voir si c'est uniquement dans le dernier tour où tous les favoris vont s'expliquer, ou alors est-ce qu'il y aura une course d'anticipation. Ça, on va essayer d'en dire un petit peu plus, je pense, en abordant les principaux protagonistes à ce maillot arc-en-ciel. Ouais, on voit que la bosse est vraiment posée en plein milieu de la boucle. C'est-à-dire qu'il y a 8 km avant, 8 km après, et elle sépare vraiment cette boucle en 2 parties, quoi. Ouais, c'est ça. Donc du coup, on n'est pas sur
sur une bosse qui est vraiment dans le final, un peu où on avait pu voir par exemple l'année où Philippe Gilbert s'impose en 2012, où là c'était Valkenburg, où tu avais la bosse, puis après tu avais un peu moins de 2 km de plat. Mais on est quand même toujours sur une bosse à Imola, par exemple, quand la Philippe gagne la première fois en 2020, il y avait, je crois, 12-13 bornes après la bosse. Donc là, on est encore sur une distance plus faible, donc ça veut pas dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut arriver tout seul. Ouais, tout à fait. Il y a quelqu'un. En effet, oui, oui. Et également, c'est une bosse qui est quand même assez propice à une belle sortie. Si on voit que, par exemple, on avait vu que Julien était le plus fort sur les 2 dernières années pour mettre une grosse accélération. Si un coureur qui a beaucoup de punch, il aura tout ce qu'il faut dans cette bosse pour pouvoir s'extirper. Ouais, puis c'est pas une bosse hyper longue, mais elle est pas trop courte non plus, comme on pouvait en avoir sur certains parcours. Donc il faudra quand même. Ouais, ça va être un effort je pense, ils vont mettre quoi, un peu moins de 2 minutes, un peu moins de 2 minutes peut-être à la fin quand ils vont vraiment s'attaquer. Ouais, peut-être un petit peu plus, j'ai pas vraiment d'idée à combien ils pourront rouler. Mais ouais, non, en tout cas, il y aura vraiment des différences qui vont être faites. C'est là où en gros, c'est là où il faudra être placé à chaque fois. Tout à fait. Alors voilà pour ce parcours. Tu nous as dit en introduction qu'il y avait un très beau plateau de coureurs qui étaient présents sur ces championnats du monde, mais il y a également pas mal de coureurs qui seront absents. Oui, c'est vrai que ce championnat du monde a quand même la particularité d'avoir un gros plateau d'absents en plus d'un gros plateau de prétendants. Alors, plusieurs raisons à ça. On en avait un petit peu parlé sur la Vuelta. Il y a le fait que le championnat du monde il se déroule en Australie, qui est de l'autre côté de la planète pour nous, Européens, et la saison cycliste, elle se déroule majoritairement, en tout cas à cette période de l'année, en Europe, et également tous les coureurs, même les coureurs qui sont sud-américains ou australiens ou sud-africains, ils habitent en Europe toute l'année pour pouvoir participer aux courses plus facilement. Donc il y a déjà le souci logistique du déplacement à gérer, des 20 heures de voyage, de la fatigue accumulée. Donc ça a à la fois freiné, on verra en détail, mais des coureurs et des nations aussi. Tout à fait, ouais. Oui, il y a ça, il y a la question financière, et puis il y a bien évidemment la question des points UCI, les équipes qui veulent pas libérer les coureurs pour aller courir le championnat du monde. Voilà, on a des équipes qui doivent sauver leur saison, le futur il y en a pour qui c'est le futur de l'équipe, hein. On va parler de la Lotto Soudal qui Notamment, va ouais. être. Il y aura un nouveau sponsor qui devrait arriver l'année prochaine, mais la condition c'est il faut se maintenir dans le World Tour. Donc c'est sûr que s'il y a descente, la pression et l'enjeu est tel que les équipes n'ont pas le choix. Et du coup, l'UCI se retrouve, qui organise les championnats du monde et qui gère le World Tour aussi. C'est à cause de cette façon de gérer le World Tour qu'ils se retrouvent à avoir des grands coureurs qui ne vont pas faire le championnat du monde. Donc c'est assez paradoxal, je trouve. Ouais, tout à fait. Il faudrait trouver quelque chose à faire, soit régler carrément le système de points, soit, je sais pas, se dire que une semaine avant, une semaine pendant et la semaine d'après, les championnats du monde, les courses qui sont déroulées valent moins de points UCI. Enfin bref, je sais pas, il y aurait certainement quelque chose à trouver parce que là, c'est dommage. On va parler des absents tranquillement, mais de se passer de Valverde qui aurait pu avoir un super jubilé pour ce championnat du monde. Oui, c'est dommage. Mais après, je pense que ça va peut-être évoluer parce que vraiment cette année, c'est la première fois où on se retrouve dans cette situation où tu as des coureurs comme Valverde, ça aurait pu être une de ses. Alors, ce sera autour de Lombardie sûrement, mais ça aurait pu être une de ses dernières courses cyclistes. Et finalement, il est retenu par la Movistar pour maximiser ses chances de faire des points sur les courses en Europe. Donc, c'est sûr que pour le vélo, tout simplement, c'est dommage. Ouais, totalement. Alors Valverde, bon, même si le Valverde de la grande époque aurait fait partie des grands favoris, cette année il est un peu plus en retrait, même si le parcours aurait pu lui convenir, mais on note des coureurs absents, notamment Carapaz, qui sort finalement d'une bonne Vuelta, même s'il partait pour gagner le classement général, il nous a montré qu'il était redoutable, avec toujours un sens de la course très aiguisé, et il aurait pu faire merveille sur ce parcours. On a Tom Pidcock également, qui n'est pas là. Ouais, il est cramé, Ouais, Pidcock. ouais. Voilà,
il est cramé là, il a vraiment tiré cette saison et je pense que ça aurait été de trop pour lui ce déplacement. On a un autre grand favori qui sera également d'une Super Vuelta, c'est Mats Pedersen qui sera absent. Et ça, c'est vraiment dommage. Il y a Jonas Vingegaard aussi pour les Danois qui sera pas là. Mais Pedersen, que je voyais quand même meilleur que. Enfin, plus favori qu'un Vingegaard là-dessus, fera partie des absents. Et terrible déception. Ouais, c'est dommage de pas le voir vu ce qu'il a fait pendant 3 semaines sur les routes espagnoles. Bah voilà, il aurait pu tout simplement gagner pour la 2e fois dans sa carrière un championnat du monde. Et finalement, bah non. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Côté slovène, on aura Tadej Pogačar dont on va parler, qui lui est bien présent et il aurait pu être épaulé par Primoz, qui malheureusement se remet de sa blessure et ne sera pas là, mais aussi par Matej qui aurait pu être un équipier, voire même un favori sur cette course. Matej Moric qui restera à la maison. Ouais, Mohoric, gros début de saison, qui a été un peu plus en dedans sur la 2e partie de l'année. Donc voilà, je sais pas précisément si c'est un choix de sa part ou si c'est un choix de sélection ou si simplement il en pouvait plus l'ami Mohoric. Mais c'est sûr qu'un Mohoric en pleine forme, il aurait pu dynamiter comme il faut la course ou alors vraiment épauler Pogačar jusqu'au bout. Ouais. Moric en pleine forme, ses petites attaques sur le dessus, tube de sel, tu connais, hein. Milan San Remo, t'as vu. Il est là, il est parti et personne le revoit. Pour finir de mon côté cette liste d'absents, Adrien, j'ai noté aussi Dylan Teuns qui sera pas là, alors qu'il aurait pu venir compléter au vu de son profil à la perfection. Bon, on va voir que la sélection belge, ils ont du matos. Hein. C'est dense, hein. C'est peut-être aussi pour ça que du coup, ils ont peut-être choisi un moment de mettre des équipiers plutôt que des possibles concurrents. C'est ça, tout à fait. Et puis, Caleb Ewan qui sera pas là. Alors, on savait que le profil serait un peu difficile pour lui, mais bon, il avait dit non, mais moi, je veux être là. Les boss, je peux les passer. Il nous a montré cette année qu'il passait de mieux en mieux les boss. L'ami Caleb, il sera pas là pour défendre ses chances et les chances de l'Australie. Ouais, c'est toujours dommage, je pense, pour la possibilité de faire un championnat du monde à domicile. En général, ça arrive qu'une fois ou ça n'arrive jamais dans une carrière. Donc là, c'est. Ouais, je pense qu'il doit être un petit peu dégoûté. T'avais également, toi, quelques coureurs à nous donner que tu voyais, que t'aurais bien aimé voir sur ces championnats du monde. Oui, alors moi, du coup, j'avais noté quelques absents, mais j'avais noté Michael Woods. Alors lui, c'est aussi parce que il a pas fait le déplacement, parce que sa fédération, donc la fédération canadienne, demandait aux coureurs de payer le transport en avion. Ah, la base. Voilà, parce que ça coûte cher d'aller là-bas pour certaines fédérations et c'est pas tout le monde n'a pas les moyens de la FFC. Donc il y a des fédérations beaucoup plus petites pour qui ça coûtait trop cher. Donc Hugo Hull et Antoine Duchesne non plus, voilà, ils ont dit non en fait c'est mort, je paye pas mon billet d'avion pour aller là-bas. Donc on n'aura pas Michael Woods qui voilà aurait pu être en pleine forme même si voilà ses meilleures années sont derrière lui. Mais voilà, et à noter que l'Irlande et la Nouvelle-Zélande aussi on dit que c'était trop cher pour eux et qu'ils n'envoyaient pas de fédération. Alors ça peut paraître curieux de se dire tiens mais la Nouvelle-Zélande ils sont pas à côté de l'Australie ou je suis nul en géo. Mais en fait c'est parce que ce qu'on disait tout à l'heure, les coureurs ils habitent en Europe donc il faut leur payer l'aller-retour depuis l'Europe. Et ça c'était trop compliqué pour certaines fédérations et il y en a aussi qui n'ont pas emmené de coureurs chez les jeunes. Donc ça c'est dommage aussi parce que c'est toujours des rendez-vous hyper importants dans la carrière d'un junior qui a un bon niveau mondial. Faire un championnat du monde junior c'est quand même quelque chose. Donc là ça prive certains coureurs de ça, c'est dommage. J'avais aussi noté notre ami Maximilian Charman, qui lui, comme Pidcock, ouais, c'est vrai que je le mets souvent. Il fait pas grand chose, mais je le mets souvent. et pareil, cramé fin de saison. Et tout comme Juan Ayuso, qui a fait une belle Vuelta. L'équipe espagnole n'a pas vraiment de grand leader, donc il aurait pu être intéressant, mais
Mais après, voilà, il a 19 ans, c'était son premier grand tour et il faut aussi qu'il se préserve. Et je pense que c'est assez sage quand même. Il en fera d'autres des championnats du monde, peut-être des encore plus durs qui pourraient mieux lui correspondre. Puis Marc Soler veut plus partager le leadership, hein, c'est fini pour Ah, lui, ce temps-là. maintenant c'est foutu. C'est foutu. Et le dernier grand absent pour moi, qui aurait vraiment pu avoir des chances même de l'emporter ou pourquoi pas de briller, on n'en a pas beaucoup parlé sur cette chaîne parce qu'il a quasiment pas couru en World Tour, il est encore Ouais. très jeune, c'est le coureur de la Lotto Soudal, Arnaud Delis. On risque d'en parler dans les années à venir. Hein. On va vraiment en parler dans les années à venir parce qu'il est... il est monstrueux ce coureur, franchement il a gagné dès le début de saison, hein, c'est sa première année professionnelle, il a 20 ans, et il a gagné dès ses premières courses et au sprint très très fort, mais également dans les arrivées qui peuvent être un petit peu difficiles, et on l'a vu franchement remporter des succès avec une marge assez incroyable. Mais la Lotto Soudal l'a retenu dans son équipe pour aller claquer des points World Tour pour sauver sa saison. Donc, mais pareil, je pense que lui, on aura l'occasion de le revoir sur des parcours de championnat du monde pas trop exigeants, avec pas énorme de dénivelé. En tout cas, c'est un coureur dont forcément on va beaucoup reparler, à mon avis, dès l'année prochaine. Il commence un peu à m'angoisser les Belges là. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on parle de vélo en ce moment, on a. Et il y a lui qui arrive, il est monstrueux. Il y a 2 ans. Vous connaissez Van Aert ? Attendez Remco, il va vraiment être super fort. Vous connaissez Remco ? Arnaud Delis, à mon avis, il va tout péter. Ouais, ça s'enchaîne, mais c'est fort. Hein, ils arrivent à sortir un ou deux coureurs comme ça tous les 2-3 ans. Qui s'annonce vraiment monstrueux, et puis on voit que Van Aert et Evenepoel, en tout cas, ils ont déjà confirmé. Oui, sans compter tous ceux qui arrivent à percer un peu sur le tard au machin, comme Quinten Hermans qui nous fait une saison de dingue. Enfin, oui, ça en fait une nation vraiment monstrueuse du vélo ces derniers temps. Bon, qu'il a toujours un peu été, on va pas se mentir, mais là je trouve que depuis ouais, mais là, 3-4 ans, c'est mieux qu'il y a 10 ans, quoi. Ouais, clairement. Pour les fédérations, ils auraient pu faire comme la fédération française et faire voyager certains de leurs coureurs en classe éco. Enfin, chez la fédération française, c'est seulement les femmes qui ont voyagé en classe éco. Voilà, Peut-être qu'elles prennent moins de place. Non, bon, le DTN a essayé de se défendre en disant que c'est parce que les hommes visaient le podium et avaient plus de chances de gagner. Du monde en titre, blabla. Voilà, J'ai pas réussi à savoir s'il y avait vraiment que les coureurs ou si certains membres du staff avaient voyagé aussi en business. En business, ouais. Je sais pas, je l'ai pas non plus. Mais bon, c'est vrai que à lire comme ça fait toujours un peu, ça fait toujours un peu tâche, je trouve. Ça la fout toujours mal, je trouve aussi, parce que c'est quand il faut faire du blabla, quand il y a le Tour de France femmes, il y a du monde. Mais par contre, quand il faut vraiment mettre des choses en place et de manière concrète, et on parle même pas encore des primes de course, où là on est loin aussi de l'égalité. On se souvient du scandale de Paris-Roubaix pour le premier Paris-Roubaix féminin, et des différences de primes de course. Mais ouais, là c'est dommage, parce que finalement ils se sont pris une polémique, alors que ça aurait pu être évité très facilement. Oui, et mieux géré, tout à fait. Je crois qu'on en a terminé sur cette rubrique des grands absents. Si il y a vous aussi des coureurs que vous aviez envie de voir et que vous ne voyez pas, n'hésitez surtout pas à nous le mentionner en commentaire. On va parler maintenant de ceux qui sont bel et bien présents et qui auraient même moyen d'aller lever les bras sur la ligne. Adrien, on a noté plusieurs favoris. Ce qu'on va essayer de faire, il y en a, on est obligé de les dire, c'est des favoris, voilà. Et puis on va peut-être essayer de présenter aussi peut-être chacun un petit coureur là comme ça, favori, mais on va dire de deuxième tiers, quoi. Il y a, on est d'accord, 3-4 coureurs. Donc moi je vais vous parler de Tadej Pogačar, bien évidemment, qui est dans une forme... très bonne forme, on va pas se mentir. Il l'a montré sur le chrono, même s'il n'est pas allé faire le temps de sa vie, il s'est très bien classé. Il l'a montré au Canada en allant gagner une belle course et en étant dans le final, présent dans le final de la course de la veille. Et puis c'est un profil qui peut clairement lui aller. On sait que Pogačar, il est fort. Il est très malin aussi, il a le punch pour sortir dans la bosse, mais il sait aussi comment gagner dans une arrivée un petit peu serrée et tout. C'est quelqu'un qui sent bien la course, il a une très bonne pointe de vitesse au sprint. Voilà, je pense que Tadej Pogačar pour moi est vraiment le favori numéro 1 de cette course.
Ouais, je pense aussi. Alors, moi, je pense quand même qu'il y a plusieurs favoris numéro un. Je sais pas si si c'est Mhm. autorisé de dire ça, mais en tout cas, c'est sûr qu'il a montré qu'il s'est remis du Tour de France, qu'il a bien récupéré. Et sa victoire sur le Grand Prix de Montréal m'a quand même fortement impressionné parce que Ouais. je l'ai pas trouvé dans la bosse, dans la dernière bosse où le groupe final là sort. Il a pas été avare d'efforts, il a vraiment roulé de manière assez forte à un moment où Van Aert était un peu limite, et lui il s'est pas posé de questions, il a roulé très fort et dans le final il a hyper bien manœuvré et moi je me suis dit mais en fait, il part de trop tôt. Il y a Godu qui avait un petit peu anticipé le sprint. Et je me dis, mais là, en fait, il est en train d'emmener Van Aert, il va se faire déposer. Et en fait, non, il était tellement fort que Van Aert, il a jamais pu remonter au pédalier de Pogacar. Donc on n'était pas dans Otakam là. Et du coup, Pogacar, Ah ouais, il lui a Pogacar dit regarde, c'est comme ça qu'on sprint. Si tu veux, je t'apprends. voilà, c'est ça. Tu m'as donné des cours de Donc grimpette dans Pogacar les meilleur Pyrénées. sprinter que le grimpeur Van Aert, c'est ça maintenant. Mais non, non, vraiment, voilà, pour courir de cette façon, faut être hyper costaud, faut se savoir hyper costaud. Et c'est aussi le plein de confiance d'avoir battu Van Aert. Ça va aussi. Je pense que s'il arrive au sprint avec Van Aert, il va pas se dire bah là il y a Van Aert, c'est mort, je vais perdre. Même Mm. si ce sera un sprint sur le plat, si sprint il y a, c'est un petit peu différent. Mais On a vu que ouais. Van Aert, quand les courses sont difficiles et qu'il laisse du jus, quand il avait été battu là sur Liège-Bastogne-Liège par Quinten Hermans, ou enfin voilà, on l'avait vu aussi se faire battre par Van Der Poel sur un Tour des Flandres. Enfin voilà, on sait quand la course a été très difficile, c'est pas forcément et que c'est pas un sprint massif et que les règles sont un petit peu différentes. On sait qu'il peut, qu'il peut craquer, que même si intrinsèquement c'est peut-être le meilleur, il est pas forcément capable d'aller lever les bras. Mais en même temps, moi, cette petite bosse à 8 km de l'arrivée, elle me fait vachement penser à un truc qu'on a vécu en plein mois de juillet, là. Tu sais, où il y a un Je te vois albatros venir. en jaune, là. Tu vois un Je te peu? vois venir. Ouais. Où il y a des watts qui ont dû être laissés en. Voilà. Je pense que le goudron de la bosse s'en souvient d'ailleurs. Le com ne sera jamais repris. Jamais. Euh, voilà. On laissera Ouais. ça dans 250 ans, quand les mecs feront de l'archéologie en haut de cette bosse, ils seront là, mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est Mais que ça? qu'est-ce que c'était? Mais à Il qui était était en ce volet? scooter. Ouais, ouais. Bah, du coup, ouais, on peut enchaîner sur Van Aert parce que logiquement, il arrive dans la liste des favoris. Il est aussi hyper en forme. Je pense que lui aussi, il prépare bien son affaire. Et il faut pas oublier qu'il a gagné la Bretagne Classique. Mhm. Au Canada, il fait quatrième à Québec, deuxième à Montréal. Donc, quand t'es pas loin de la gagne comme ça, c'est que t'es en forme. Après, voilà, pour Van Aert, ça sera la question une fois de plus, je suis favori sur une grosse course. Est-ce que je vais arriver à gagner? Parce que Avec peut-être la meilleure équipe en plus, qui plus est. peut-être la meilleure équipe, mais on se souvient de l'année dernière, c'était Mhm. le favori avec la meilleure équipe et il est passé à travers. Cette année, on l'attendait, bah voilà, finalement, il n'a pas gagné la grosse course. En tout cas, sur les monuments, il a fait une super saison, hein, ça, on est Oui, puis d'accord il avait eu là-dessus. son Covid, il l'avait aussi gêné Voilà. là, Il sur les avait deux qu'il gêné visait. le Ouais. Tour des Flandres, mais il avait bien récupéré pour Paris-Roubaix où il fait deuxième et il était hyper content de faire deuxième, sachant que Van Barle il volait littéralement ce Ah oui, jour-là. oui, oui, clairement. Mais ouais, c'est toujours la question de Van Aert après. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Van Aert après plus de 250 km sur des longues courses comme ça. Je pense que la course va vraiment être dure parce qu'il y a des nations qui auront intérêt, notamment les Français, on en reparlera tout à l'heure, à brouiller les cartes, à faire en sorte qu'il y ait un maximum de favoris qui s'épuisent. Ouais, et les Euh, Italiens aussi. Hein. Mm. les Italiens aussi, parce que les Italiens, ils ont une belle équipe. Il y aura Baggioli qui a fait bah voilà, une bonne campagne de classique canadienne lui aussi, qui a quand même tenu Pogacar et Van Aert dans une bosse comme celle qu'on va retrouver dimanche. Mm. Avec un Matteo Trentin, on ne sait jamais ce qu'il peut nous faire. Et eux, en tout cas, c'est pareil, hein, ils auront intérêt
à faire péter un peu tout ça. Les Britanniques, c'est pareil. Donc la course sera forcément rendue très dure. Et pour Van Aert, voilà, faudra voir comment est-ce que la Belgique, je pense, va essayer de contrôler très tôt. Mais il faudra voir comment est-ce que lui, il gère ça, notamment au niveau tactique. Et est-ce qu'à un moment, il se met un peu à paniquer parce qu'il y a des coureurs hyper dangereux devant Mhm. et que finalement, il a plus que 2 équipiers et que ça va être galère pour aller les chercher et que personne voudra rouler avec lui. Là, va falloir être assez malin, je pense, quand même, sur ce championnat du monde. Et Van Aert, des fois, ça coince un peu. Et puis Van Aert, peut-être que finalement son pire ennemi, enfin son meilleur atout, c'est aussi son pire ennemi dans cette course, c'est son équipe, quoi. Parce que oui, sur le papier, peut-être que ça va être tout pour Van Aert. On avait vu Remco l'année dernière se mettre à la planche pour Van Aert, tout ça, mais là, Remco, il arrive avec une bonne forme, une victoire sur la Vuelta. Donc clairement, peut-être qu'il va dire bon, bah, vous êtes bien gentil, mais en fait, j'ai montré que moi aussi, je pouvais déposer tout le monde dans une bosse quand je décide de le faire et rouler 8 bornes derrière pour aller lever les bras, ça me fait pas peur. Et il y a d'autres gars qui sont monstrueux dans cette sélection-là, quoi. Donc ils pourraient aussi se piéger eux-mêmes en laissant partir, je sais pas, tu vois, par exemple, un Quinten Hermans qui Ouais, suit un bah, premier coup, puis derrière, tu veux si pas t'as rouler sur Quinten Hermans. Hermans dans... Excuse-moi, si t'as Ouais. Quinten Hermans dans un groupe de 15 Ah bah, tu et roules qu'il pas n'y a pas sur lui. forcément de gros coureurs derrière, Ouais. ouais, en fait, du coup, tu vas peut-être pas rouler, mais finalement, tu sais pas après comment ça peut se passer devant. C'est ça, ouais, ça va être très dur à gérer. Je pense que Remco, il voudra jouer sa carte, mais lui, peut-être que ça va être la carte, lui, il sera chargé d'attaquer à 2, 3, 4 tours de l'arrivée, on sait pas, Mhm. pour soit faire un cavalier seul, comme il en a pris l'habitude sur la classique à Saint-Sébastien ou sur Liège-Bastogne-Liège. Parce qu'au sprint, Remco, ça reste, enfin voilà, Oui, il ça, faut qu'il soit sera, seul, ça sera Remco. trop juste. Faut qu'il arrive tout seul, Mhm. lui. Donc, Et en plus, lui aussi, c'est pas le plus futé. Enfin, je veux dire, s'il arrive avec un gars ou deux gars, voilà, vu que en ça va pas général, il se fait monter, avoir. voilà, c'est bon. Non, mais c'est ça, hein, ouais. Totalement. Et puis, ouais, il y aura du monde, mais on a parlé de Tadej Pogacar, de Wout van Aert. Il y a un troisième gars qui est pas trop mal en classique. Genre, quand Il il y y a en ce a un, genre de parcours là, il y a un autre ouais, mec là, il est il y en a pas. un qui suit en général, et Puis puis il a ce gagné gars-là, récemment là, je crois. Il voulait emmener Philipsen et puis en fait, il s'est dit bon, après tout, oups, pourquoi pas. Ah, il n'y a plus personne t'es dans pas la dans la roue. roue, Jasper. Ouais. Ah putain, je suis désolé, Ouais, mais désolé. c'était l'atmosphère de Namur, ça lui a rappelé les cyclocross et C'est ça. du coup voilà, une petite, «Oh j'ai pas fait exprès, j'ai gagné le Grand Prix de Wallonie». Pardon, Eh oui, pardon. on parle bien sûr de Mathieu Van Der Poel qui, moi ça m'a fait plaisir de voir que Van Der Poel, il avait réussi à ne pas courir pendant un mois plus d'un mois. Bravo, tu as écouté. Il a écouté tes Bravo, tu conseils, te tu lui dis avais dit voilà, ça. il a pu écouter et se dire: «Bon allez, là quand même, vu le Tour de France, tout pourri que j'ai fait, faut vraiment que je me repose avant d'attaquer, la fin de saison et cet objectif, de championnat du monde». Donc c'est bien, je pense qu'il a vraiment, refait du jus. Il a couru pour l'instant sur des petites courses, il a pas fait lui le voyage au Canada. Ouais. On va voir comment il se sent. On sait que c'est un petit peu, tout ou rien avec Van Der Poel. Donc on va vite voir s'il se met à attaquer, et à être, hyper actif à l'avant, Il aura pas une bah mauvaise sélection lui aussi. Hein. Il y a de quoi la jouer tactique. Hein. ouais, il y a de quoi la jouer tactique forcément. Il y a une sélection, avec, t'as des gars qui vont je pense faire les équipiers, des Taco van Ouais. der Horn, Ils sont là pour ça. Ouais, ouais. des N-Korn, même Mollema, je pense qu'il va se mettre à la planche. Puis après, il y a Van Barle. Van Barle, il Tout faut à pas fait. oublier que c'est lui qui fait deuxième l'année dernière, que les courses longues et difficiles, il aime ça, Il sait faire. Ouais, et, ouais. et que voilà, il a fait la Vuelta, mais sans, voilà, il était équipier, il a fait son taf, et je pense quoi, il arrive lui aussi avec des ambitions sur ce championnat du monde, et il va essayer de se rappeler aux bons souvenirs de l'année dernière. Euh, et puis ouais, il va être. C'est des adversaires qu'il a déjà battus à Paris-Roubaix. On se souvient de son très beau Tour des Flandres aussi. Donc ça peut permettre aux Pays-Bas de jouer aussi une carte. Si Van Baarle y part, comment est-ce que la Belgique va réagir, Mhm. va réagir. Oui, oui, il y a aussi du Wood Pulse. Enfin voilà, Mm. il y a des mecs qui sont capables de faire ce qu'il faut. Et d'ailleurs, en plus, pour revenir sur les trois coureurs dont on vient de parler, ce qui est intéressant, c'est que Pogacar a battu Van Aert au sprint.
Van Der Poel a déjà battu Van Aert au sprint. Donc c'est aussi des coureurs qui auront peut-être pas peur de l'emmener avec eux. Enfin, tu vois, genre, à mon avis, eux, ils sont vraiment tranquilles. Et je pense que Van Aert, ça aussi, ça peut être un piège pour lui, parce que c'est peut-être lui qui va douter s'il se retrouve avec les deux autres Oui. en cas d'arrivée. Parce que les deux autres vont être là, bon bah, techniquement c'est le plus fort, on l'a déjà battu, on sait comment le battre. On l'aura bien fatigué dans la petite côte d'avant l'arrivée, là, et pendant les tours précédant l'arrivée également. Et clairement, pour ça, c'est fou, parce que vraiment, intrinsèquement, je me dirais vraiment que Van Aert est fait pour cette course, elle est parfaite pour lui. Mais putain, j'ai trop l'impression que si on les voit arriver ensemble, il va se faire couiller, quoi. Genre, ils sont trop malins, Pogacar et Van Der Poel. Enfin, c'est... Et surtout que eux, ils vont se dire, par exemple, s'ils arrivent pas à sortir dans la bosse et à le lâcher, ils vont se dire, bah c'est pas grave, je mise tout sur le sprint. Tandis que il y a d'autres adversaires qui pourront pas du tout se dire ça. Des gars qui sont beaucoup moins forts, au sprint, ça va être compliqué de se dire, ah bah là, je vais tout miser sur le sprint, donc ils vont être un peu plus en stress, un peu moins sereins, et peut-être finalement que Van Aert il va se dire, ah bah merde, en fait c'est moi qui les ai pas lâchés, ils m'ont quand même battu il y a pas longtemps, comment je vais faire? Tout à fait, quand tu parles de coureurs un peu moins capables de gagner au sprint, moi il y a un coureur dont j'ai envie de parler, que je mets dans les favoris, alors plutôt favoris de tiers 2, on va pouvoir en donner quelques-uns comme ça, c'est Jay Hindley. Jay Hindley sera à domicile, on l'a vu faire une Vuelta pas terrible, mais sur la fin de la Vuelta ça allait de mieux en mieux. On sait que c'est un très bon puncher, même si on l'a jamais trop vu réaliser de performances dans les classiques. Et je sais pas, j'ai l'impression alors bon, dans son équipe il y aura Michael Matthews également, donc il y a moyen que ça joue aussi pour lui. Mais je sais pas, je le vois bien nous faire un coup le Jay Hindley, et je sais pas, j'ai quand même l'impression que sa victoire au Giro c'était pas non plus un hasard. Alors ok, il a pas fait une Vuelta terrible, mais je pense qu'il peut avoir une carte à jouer. Alors on verra, hein, ça se trouve, c'est un peu un coup de poker d'en parler, mais je le sens bien faire quelque chose, et je le vois bien mettre un gros taquet dans cette dernière bosse. Et c'est pareil, on sait qu'il a pas une pointe de vitesse ridicule au sprint, Jay Hindley. Donc si ça arrive dans un petit groupe de 3-4 avec plutôt des mecs qui ont le profil puncher et pas des plus gros sprinters type Van Aert ou même Van Der Poel, je pense qu'il aura quelque chose à jouer, l'ami Jay. Bah écoute, c'est audacieux de ta part. Ouais, clairement. Non, ouais, parce que alors moi, mais tu vois, à domicile et tout. Quand j'ai vu Hindley dans la liste, je me suis pas trop attardé sur son nom. Non, mais vraiment, surtout que, comme tu l'as dit, à mon avis, bon, l'Australie est à domicile, mais il y a Michael Matthews qui a quand même plus le profil que fait une Hindley saison pour briller là-dessus. Super saison, Hindley Michael Matthews. Ouais. Et il mériterait tellement. Ce serait vraiment, moi, ça me ferait vraiment plaisir pour lui qui gagne, quoi, parce qu'il a tellement fait deuxième ou troisième, ce gars-là, de grandes courses. Il lui manque, franchement c'est un super coureur, et il lui manque toujours cette grande victoire, cette grande classique, ce monument, ce championnat du monde. Il avait fait deuxième en 2015 pour le premier titre de Sagan, donc ça commence déjà à remonter. Et ouais, c'est pour ça que moi je me suis pas forcément attardé sur Jay Hindley. Ouais, je me dis, est-ce que finalement il est là parce que c'est en Australie, qu'après il peut rester voir la famille au mois d'octobre? Moi, je pense qu'il faudra s'en méfier. Ouais, peut-être, on verra, on aura la réponse dimanche, mais en tout cas, je trouve ça très audacieux de ta part d'avoir mis dans tes deux favoris Jay Hindley. Tu sais comment on sait que l'Italie, ça va être une vraie équipe de footeurs de merde? Tu vas sur Cycling Fantasy, tu regardes, c'est que des coureurs type puncher machin, et c'est que des 400. Voilà. C'est que les mecs, tu sens que genre entre les Baggioli, les Bettiol, les Ballerini, les Rota, les Trentin, c'est des Affini, c'est que aussi, des footeurs de merde, tu sais, qui roulent bien, qui ont pas une pointe dégueulasse au sprint si ça arrive en petit groupe, que des mecs qui pourront se dire, ah t'as laissé partir mon gars, non mais vas-y, ah tu laisses partir Bettiol, oui après tout Bettiol c'est que Bettiol, mais méfie-toi un peu quand même de si tu laisses partir Bettiol devant, tu vois. Et eux, ils auront rien à perdre. En plus, c'est ça qui va être cool. C'est vraiment, je trouve qu'il y a une opposition entre des nations qui auront rien à perdre, comme l'Italie, comme pour moi la Grande-Bretagne, elle a rien à perdre non plus. Après, il y a Hayter quand même dans la grande. Tu sais, il y a vraiment un mec au-dessus du lot. C'est pas que des gars. C'est pas comme si Hayter il avait
Il Oui, il avait avait gagné 3 explosé, étapes sur la il avait Vuelta. écrasé la saison. Ouais. Il a pas fini la Vuelta, alors certes il fait 4ème du chrono, mais il a fait une super saison. Franchement, il a fait des super courses, mais Et pas dans la. Genre, il- il aurait été vu plus dangereux après, à mi-saison que maintenant pour moi, Hater. ouais, voilà. Et puis tu vois, t'as des gars dans l'équipe comme Fred White qui a fait Oui. qui fait une super saison et qui, pareil, s'il est dans une échappée, bah tu vas te méfier. On a vu Jack Stewart aussi faire des belles places d'honneur. Ouais, je pense ils ont quand même tout intérêt. T'as des nations aussi comme le Danemark Mhm. Tout à fait. qui ont tout intérêt à tout faire péter avec des coureurs hyper talentueux. Finalement, le poids de la course, ça va être beaucoup, je pense, Belgique, Pays-Bas et bah, la Slovénie qui va forcément mettre des gars à rouler pour contrôler. Euh, et bah, puis il y aura aussi l'équipe de France. Du coup, je t'ai un peu coupé la chic sur ton deuxième favori potentiel, si t'avais un favori de tiers 2 comme ça à donner, un gars que tu sens bien. Non, bah moi j'avais noté surtout mes favoris Van Aert et Van Der Poel. Euh, Un petit j'ai Girmay. Ouais, Girma, il faut en parler, ouais, Je suis parce d'accord. que il arrête pas de d'étonner sur cette saison. Bah d'ailleurs, il fait deuxième au Grand Prix de Wallonie sur cette course remportée par Van Der Poel. Il a C'est déjà battu pareil, Van Der Poel cette année. voilà, sur le Giro. Donc, il sait comment faire. Euh, Et et il sera quand même peut-être moins surveillé totalement. que les gros favoris que sont Van Aert, Pogacar. Donc, donc c'est pas impossible qu'il arrive à tirer son épingle du jeu. On a vu qu'il courait bien. C'est C'est ça, un il est malin. intelligent et il est C'est un fort au malin. sprint. Il est très fort au Ouais, sprint, Girmay. Tu sais, voilà. moi je le voyais pas, je l'avais déjà dit plus tôt dans la saison, mais je le voyais pas aussi fort quand il bat la porte. Je m'étais dit, bon, la porte l'a un peu sous-estimé. Mm, Mais punaise, mm. quand tu vois qu'au Giro, il va faire tous les sprints massifs et qu'il est toujours dans le top 5, tu te dis, en fait, ce mec, il a un vrai profil de sprinter aussi, Mm. quoi. C'est pas juste un puncher qui sent bien la course et qui sait se placer. C'est Ouais, puis impressionnant pour moi. c'est un coureur de classique dans le sens où là, on regarde ses courses depuis le mois d'août, elles font toutes plus de 200 bornes quasiment. Mhm. Donc il sait aussi comment préparer la chose. Sur de la distance comme ça lui fait pas peur du tout. Et il faut pas oublier que bah, l'année dernière, il fait deuxième du championnat du monde espoir. Et là maintenant, bah, ce serait pas une surprise qu'il fasse une médaille Mhm. dimanche. Donc ça, c'est assez énorme. Donc ouais, je pense que lui, l'avantage qu'il a, c'est que bah, de toute façon, il a pas son équipe, elle va pas non plus rouler, je pense. À moins Non. que, je sais. Enfin, Oh, moi je pense qu'ils vont le protéger à un max et je ils vont pense le que mettre dans ouais, les c'est meilleures ça. Ils vont le conditions à 2 protéger. tours Et de puis l'arrivée. après, lui, comme on l'a dit, il est assez malin. Il va peut-être Mhm. calquer sa course sur des gros favoris. Donc ouais, non, Girmay forcément, hein, vu la saison qu'il fait, à surveiller, ouais. Et puis en plus, on l'avait vu aussi dans le Giro, il a pas peur d'y aller, quoi. C'est-à-dire que s'il y en a qui veulent faire les fifous tel Mathieu Van Der Poel ou machin, si ça part à 3 tours de Ouais, l'arrivée, il va prendre les roues, il va dire de toute façon, moi je sais s'il qu'il se faut sent que je bien, il va sois là. suivre, ouais. Ah ouais, et il a un super feeling au niveau de la course, Girmay. C'est vraiment un coureur très complet et qui est ultra intéressant. Et ça le Euh, fait c'est très agréable de le voir courir, je trouve. Ouais. Mm. Tu vois, on disait les mecs qui en font trop, des fois les Remco, les Van Aert et tout. Putain, Girmay, t'as vraiment l'impression qu'il n'y a jamais un coup de pédale de Ouais. trop. Quand il fait l'effort, c'est qu'il faut faire l'effort. Il ratonne pas non plus, hein, il prend ses relais et tout, il Non, n'y a non. pas de souci. Mais par contre, ouais, c'est intelligent. S'il faut partir de loin au sprint, il sait le faire aussi. Enfin, voilà, c'est un mec, s'il faut prendre la roue de la porte pour le sauter sur la ligne, Mm. il sait le faire aussi. Enfin, il est très, très intelligent et comme tu dis, un plaisir à voir courir. On parlait des équipes qui avaient plutôt intérêt à foutre la merde, qui avaient un bon profil pour ça. Alors c'est un peu, on va parler maintenant de notre équipe de France, c'est un peu spécial parce qu'en fait sur le papier, en temps normal, si tout allait bien, on aurait peut-être le favori numéro 1, ce pour deux raisons, parce qu'il a le profil en tant que coureur, parce que c'est un mec qui réussit plutôt bien sur les championnats du monde en ce moment, et parce qu'il a une équipe de dingue autour de lui. Malheureusement, notre Julien National, cette année, il n'est pas en grande forme après sa blessure sur la Vuelta. On l'avait vu se blesser un peu plus tôt dans l'année sur Liège-Bastogne-Liège. Enfin, c'est pas sa saison. Alors, il sera peut-être capable de nous faire une perf de dingue qu'on n'attend pas.
Mais moi, j'aurais plutôt tendance à dire que cette année, il va peut-être lâcher un peu le leadership, il va peut-être servir un peu d'épouvantail parce que personne va trop savoir ce qu'il vaut, et puis finalement, en attirant un peu l'attention sur lui, laisser la place à d'autres coureurs. Et moi, Adrien, j'avais envie de te parler, et puis vous, chers auditeurs et auditrices, de vous parler de Benoît Cosnefroy pour cette sélection. Alors, il a entretenu le flou très longtemps, on a appris qu'aujourd'hui qu'il allait participer finalement. L'invité de dernière minute. C'est ça, mais quand on voit sa perf au Canada, et puis même sa saison, hein, qui est plutôt extrêmement bonne, il fait une performance remarquable sur l'Amstel où il est battu que d'un boyau parce que voilà, pas de chance. Enfin, il est très en forme, Cosnefroy. Il y a un profil qui est parfait pour lui, et il aura aussi ce côté de, il a une capacité, il a le potentiel de fou, et il sera aussi vachement moins surveillé qu'un Alaf ou autre. Enfin, je veux dire, quand il va en mettre une dans la dernière bosse, est-ce qu'il va être suivi tout de suite, ou est-ce que les Van Aert, Van Der Poel et Pogacar vont se regarder un peu en mode bah non mais toi vas-y, enfin non moi j'y vais pas, enfin tu vois, sans se dire tout de suite oula, si lui il part il faut y aller. Et clairement c'est aussi je pense pour ça qu'il pourrait avoir sa chance dans ces championnats du monde. Ouais, bah, il a été hyper impressionnant sur le Grand Prix de Québec. Franchement, l'attaque qu'il pose, enfin, les gars, ils ont essayé de suivre, ils y sont pas arrivés. Et effectivement, cet effet de surprise, le fait qu'Alaphilippe soit pas grand favori, et on, on pense pas, après on sait pas, hein, mais on pense pas qu'il arrive dans une forme énorme. Ça se trouve, Alaphilippe aura des super jambes et puis il sera bien en forme. Mais ça permet d'entretenir le doute, et c'est sûr qu'au moment où Cosnefroy il attaque, bah déjà si les Van Aert et Pogacar ils se regardent un petit peu trop longtemps, bah c'est pas sûr qu'ils le revoient. Voilà, ouais. Et si jamais ils font l'effort pour aller dans la roue, bah si t'as Alaphilippe ou un autre Français qui se sent bien, qui arrive à suivre, ça peut être intéressant pour contrer ou pour voilà, tactiquement. Et si ces attaques-là, elles arrivent à 3-4 tours de l'arrivée, c'est pas sûr que Van Aert il bouge tout de suite. Et puis alors on sait pas encore qui Cosnefroy va remplacer, si je dis pas de bêtises, à l'heure où on enregistre, Cavagna ou Sûrement Armirail. Armirail ou Cavagna, Ouais, c'est je ça, un des crois. deux, hein. Mais on n'a pas en tout Ouais. cas encore, à l'heure où nous on enregistre, on n'a pas encore Mm. le cut final. Par Non. contre, ce qu'on sait, c'est que clairement dans l'équipe, on a du très très lourd. Enfin, je veux dire, on a parlé de ces gars-là. Mais alors attends. Ah, si, peut-être. Sur Cycling Fantasy, ils l'ont rajouté, mais j'ai l'impression qu'ils l'ont pas rajouté à la place de quelqu'un. Mais en Non, tout cas, non, on a clairement. oui, oui, pour l'instant, on sait pas qui remplace, en tout cas nous, à l'heure à laquelle on enregistre, parce que Cosnefroy, depuis le mois de juin, il a dit qu'il irait pas au championnat du monde, tout ça, et c'est vrai que quand je l'ai pas vu dans la sélection, moi je me suis dit, il venait de gagner à Québec, je me suis dit, non, bah, qu'est-ce qu'il fait Vauclair, là, il l'a pas pris, et après, j'ai vu qu'il avait fait cette déclaration, mais je pense que voilà, il doit avoir vraiment bah, une super forme, et ils ont dû, je pense à juste titre, se convaincre l'un et l'autre, Vauclair et Cosnefroy, de se dire bah allez, c'est quand même peut-être une bonne idée si tu viens tenter ta chance en Australie. En tout cas, clairement, on a une équipe monstrueuse. Enfin, clairement, quand tu prends les coureurs Mm. les uns après les autres, alors que ce soit du Julien, Bah Romain ouais. Bardet, Christophe Laporte, Mm. Valentin Madouas, même un Quentin Paché ou Pavel Sivakov, Florian Sénéchal, on en parlait un peu avant l'émission, peut-être un peu juste si ça attaque dans la dernière bosse, mais on a quand même que des gars qui sont capables de foutre le feu à n'importe quel moment, et capables aussi d'aller gagner cette course, quoi. Je veux dire, même un Romain Bardet, s'il Ouais. attaque un peu avant, enfin il a tout ce qu'il faut. Madouas, on a vu qu'il était monstrueux cette année, notamment sur le Tour des Flandres, enfin, et Pavel Ouais, Sivakov, Madouas en plus, pardon, mais il a le même profil que Cosnefroy, je trouve. tout à Il fait, peut ouais. faire à peu près la même chose. Là, il a bien perfé autour du Luxembourg, et que ce soit l'un ou l'autre, bah, ça va être hyper intéressant de les voir. Bah ouais, c'est ça, de les voir à l'offensive. Alors j'espère qu'ils le seront. À voir, bon, il y aura quand même des coureurs qui seront chargés justement de protéger les favoris. Mais après, je pense que Sénéchal, ouais, non, Sénéchal, je sais pas, mais Oh si, quand si, même, à mon si- avis. Sénéchal, si- Cavagna, enfin ouais, Armirail non, du coup, s'il est pas là, mais... mais même Sivakov, je sais pas Ouais. si Ah, tu le vois Sivakov, plutôt en protection, ouais, possible. bah après, ils peuvent pas être 5 coureurs protégés, il y aura pas assez de personnes pour les protéger. Non, Mais non, c'est clair. je sais pas, mais parce que des fois, c'est ce qui est compliqué quand tu as une équipe qui est d'un niveau hyper homogène, comme l'équipe de France, bah voilà, sera dimanche. Après,
moi, là, vu ce qu'on a vu sur les derniers mondiaux, je fais confiance à Vauclair pour Ouais, trouver un ouais, truc ouais, clairement. qui brouille les pistes. Et je pense que aussi pour ça, les autres nations vont vraiment se méfier de la France. Et c'est pour ça que le fait de ne pas avoir cette année un grand favori, euh, ça peut, ça peut vraiment servir à l'équipe de France. Au niveau tactique, ils ont presque un coup d'avance déjà, sachant ce qu'ils ont Mhm. déjà fait sur les derniers mondiaux. Non, et puis moi, clairement, cette année, je les vois bien tout faire péter. Je les vois bien, ils ont l'équipe pour, le profil de la course est là pour, je les vois bien, tu sais, à la limite, tu disais, ils pourront pas tous être protégés, mais dans les 5 derniers tours, bah, ça en est un nouveau qui attaque à chaque fois dans Hum, la bosse, tu vois. hum, hum. Genre, bon, bah, cette fois-ci, c'est toi, et puis derrière, c'est bah, on roule pas, en fait. Parce que franchement, comme je te disais, Bardet, Alaphilippe, Laporte, Madouas, Cosnefroy, les 5 peuvent gagner. Bon, Bardet, c'est vrai que s'il part dans un groupe où il peut y avoir de meilleurs sprinters, mais les autres ont tous la pointe de vitesse, chacun à leur niveau, mais on va dire que y a quand même de quoi régler des groupes au sprint, et même de quoi rattaquer dans la bosse s'ils sont en échappée pour lâcher les autres dans l'avant-dernier tour ou dans le dernier tour. Et clairement, en fait, tu fais attaquer quelqu'un à tous les tours. T'as pas besoin de rouler derrière, donc tu peux continuer tranquillement Hum, hum. à laisser tout le monde travailler, et t'as à chaque fois un potentiel vainqueur qui est à l'avant, quoi. Ouais, ouais, non, mais c'est sûr que c'est sûr qu'ils vont, bah, de toute façon, ils vont pas attendre le dernier tour pour faire quelque chose, hein. Mhm. Ce serait un petit peu bizarre. Et moi, je crois beaucoup en Christophe Laporte sur cette course. Ouais. Parce que peut-être qu'il va avoir un statut un peu plus protégé, ou du moins il sera un peu moins équipier que le reste de la saison avec la Lotto Soudal. Mhm. On a vu que quand il avait sa carte à jouer, bah, en gros, il gagnait, hein. Il a Oui, remporté c'est un le peu Tour du l'idée, ouais. Danemark. Sur le Tour de France, il y a une étape, on lui dit: «Oh tiens, si tu veux faire le sprint». «Ouais, non, pas besoin. Moi, j'attaque à 1 kilomètre et je défonce tout le monde». OK. Et ouais, pareil, Bah, enfin, Paris-Nice en début de saison, on a vu en quand fallait Paris-Nice en ouater dans début de saison, l'avant-dernière bosse. sur les classiques, voilà, il fait deuxième à E3, il arrive avec Van Aert après une course de fou. Donc il était aussi fort que Van Aert ce jour-là. À Gand-Wevelgem, il passe pas loin, on en a parlé tout à l'heure. Mhm. Voilà, je pense il avait peut-être mal jugé Girmay. Mais ouais, il a vraiment bah voilà, il a hyper progressé depuis qu'il est chez Jumbo cette année. Et là, je pense que le fait d'arriver, il va arriver avec encore un autre statut en équipe de France. Et à mon avis, il faudra vraiment s'en méfier parce que ça va pas être si simple de le sortir de la bosse. Et c'est pas dit que s'il se retrouve dans le groupe de tête, bah, la France joue tout pour lui dans les derniers, après la dernière bosse. Mhm. Ouais, ouais, et puis, bon, alors, peut-être plus de lui aussi de questions sur sa capacité à être très intelligent dans un groupe de 5 ou 6 Mhm, arrivant pour mhm. la gagne, donc à Ouais. voir. Mais par contre, c'est clair qu'à la pédale, il est capable de suivre les meilleurs. Enfin, Julien n'étant pas au top de sa forme, il fait clairement partie des favoris de cette équipe de France, quoi, hein. Ouais, ouais, non, mais c'est sûr. Après, voilà, si c'est un groupe, comme tu dis, un petit groupe de 5-6, ça, ça peut être un petit peu compliqué, hein. On l'a souvent vu s'enfermer tactiquement, être Mhm. moins à l'aise. Par contre, si c'est un groupe de 15-20, où là, il a des coéquipiers qui peuvent l'emmener, Ouais, ouais, ouais. c'est pas pareil. Et je serais surpris qu'il n'y ait plus un Français autour de la porte si la porte passe la dernière bosse. Oui, oui, bah, je Après, pense ça dépend comme la course se déroule. c'est le meilleur sprinter de l'équipe de toute façon, Oui, oui, Laporte, hein, oui, quand on je les pense prend individuellement. avec Sénéchal, mais je pense qu'il a Ah oui, il a un une cran meilleure au-dessus, hein. capacité à passer la difficulté. Là, il sera plus à l'aise dans la bosse que Sénéchal. Donc ouais, je pense que en Puis cas d'arrivée groupée, c'est la meilleure même chance. en sprint pur, hein, je pense que bah, Sénéchal est fort, mais je mets quand même Je Laporte trouve un que cran au-dessus, tu vois. ouais, je trouve que Sénéchal, il a quand même bien, il est quand même rapide, hein. Mhm. Euh, je pense que ouais, ça se vaut. Mais en tout cas, là, sur le parcours de dimanche, bah, vaut mieux miser sur la porte. En tout cas, on a une très belle équipe, comme on le disait, et il y a clairement moyen de faire quelque chose. On n'ose même pas imaginer. Enfin, finalement, tu vois, le fait que Julien soit pas en super super forme, bah, ça va peut-être nous éviter d'être un peu piégés comme les Belges, qui ont un super favori comme Wout van Aert, mais qui ont aussi plein de coureurs qui pourraient jouer leur carte perso et dynamiter la course, et qui vont peut-être s'enfermer dans ce côté. Faut qu'on contrôle parce qu'on a Wout, et même si on a des mecs dans notre équipe même qui seraient capables de battre Wout, on peut pas se permettre de le laisser de côté et de pas courir pour lui, tu vois.
Oui, oui, là peut-être que après bon les coureurs ils se parlent aussi assez tôt dans la course, disant bah et je pense que là les Français, ils vont pas hésiter à se dire, le gars qui se sent pas bien, bah il va de toute Hmm. façon si tu te sens pas bien le jour du championnat du monde, tu gagnes pas. Donc ils vont pas hésiter à se dire: «Bah du coup comme je me sens pas bien, c'est moi qui attaque à 60 bornes de l'arrivée. De toute façon j'irai pas au bout parce qu'aujourd'hui ça va pas, mais ça va peut-être faire bosser, telle ou telle équipe» et c'est sûr que, bah, les Belges, c'est pas sûr qu'ils fassent comme ça. Si Van Aert se sent pas hyper bien, c'est un peu ce qui lui avait été enfin, plus ou moins reproché. C'est de pas le dire forcément, très tôt et que les gars, ils se crament à rouler pour lui alors que finalement, bah, il va pas les gagner. En fait, j'ai pas les jambes, messieurs. C'est trop tard. Ah, au fait, Je vous ai pas juste dit. avant la flamme rouge: «Eh non mais gars, arrête de rouler là! Là, non, je vais pas pouvoir». Alors, pour finir cette preview championnat du monde, il est l'heure, Adrien, de parler de deux surprises du chef. Je vais commencer avec quelqu'un dont j'avais déjà parlé avant le Giro et j'avais eu la très mauvaise idée de le sortir de ma compo Cycling Fantasy. Pourquoi, je ne sais pas, peut-être parce que je n'ai pas le nez. C'est Mauro Schmid. Schmidi, comme on l'appelle dans le milieu. Mauro Schmid, c'est un jeune coureur qui court d'habitude pour la Quick Step, si vous le connaissez pas encore, qui a fait de très belles perfs cette année et qui continue à en faire, qui arrive plutôt en forme là progressivement. On l'avait vu sur le Tour de Pologne début août aller chercher une 6ème place, puis sur le Tour de Danemark mi-août faire 6ème du classement général et aller chercher une 5ème place, puis ainsi de suite. Et puis au Grand Prix de Montréal, on l'a vu aller chercher une belle 6ème place. C'est un coureur qui est capable de passer dans les bosses, plutôt bon puncher, plutôt intelligent sur les fins de course aussi. Très bon rouleur également. Il faudra s'en méfier parce qu'il a un bon profil pour être le mec qui se fait oublier, qui saute dans la roue d'un Cosnefroy dans le dernier tour si tout le monde ne veut pas y aller tout de suite, et puis, ou dans l'avant-dernier tour, et puis qui a les cannes en tant que très bon rouleur et aussi bon puncher pour emmener une petite échappée de 4-5 là, dans l'avant-dernier tour jusqu'au bout, quoi. Ouais, de toute façon, dans une course tactique, il peut vraiment se passer ce genre de choses et c'est aussi là où, bah, on a des champions du monde, bah, dont on s'attendait pas du tout avant le avant le départ et bah, c'est aussi pour ça que les championnats du monde, c'est cool parce que ça arrive très souvent donc bah, je note ton pronostic, la surprise du chef Latourne. Et oui, alors 23 ans, Mauro Schmid, ouais, c'est ça. Et clairement, un très bel avenir devant lui. On sait qu'il va très très bien en chrono. Également, selon toi, Adri, qui va sortir du chapeau pour aller réaliser le coup du chapeau? Et ben, le coup du chapeau, moi je le vois réalisé par Nelson Powless. Hmm, Tu l'aimes bien aussi, Pourquoi? lui, hein? Ouais, Il ouais, nous ouais, avait je l'aime trahi sur bien. Paris-Nice, rappelle-toi. Oh, c'était il y Après a son longtemps, bel UAE Tour. ouais, c'était il y a longtemps Paris-Nice, je me souviens plus là. Je suis focus Paris-Nice 2023 Ouais, maintenant. c'est ça. Ma mémoire ne marche que pendant un tiers de Ouais, saison. Après, c'est j'oublie ça, tout. c'est ça. Non, bah Nelson Powless parce qu'il a fait une très belle saison 2022. Alors avant ça, il faut pas oublier qu'il a fait 5e l'année dernière au championnat du monde sur Mhm. une course pareille qui avait été très dure parce que c'était, enfin, en gros, ils avaient roulé à bloc tout le mondial. Euh, Peut-être qu'on aura le même genre de course, ça je sais pas, dimanche, mais ça risque de se dérouler comme ça. Donc les courses dures mais j'allais dire dures et difficiles, mais oui, quand elles sont dures et difficiles en même temps, je peux vous dire que ça fait mal aux C'est pattes. costaud, hein. Euh, il est à l'aise quand c'est comme ça. Et j'ai trouvé cette année qu'il avait, ouais, qu'il avait bien progressé, qu'il était encore, bah, il avait été plus présent sur les classements généraux. On l'avait vu sur le Tour de Suisse, sur le Tour de France, il fait 12e du Tour de France. Il a pris pas mal d'échappées. Et ça, je pense que pour un coureur de son profil, ça augmente encore ses capacités de résistance et d'endurance notamment. Et ça, il en faut pour être champion du monde. Alors, il a fait le chrono, il a fait 22e, mais c'est pas c'est un bon rouleur, mais c'est pas le meilleur rouleur du peloton. Donc là-dessus, il y a rien d'alarmant. Mais moi, je pense que voilà, sur une course tactique, ça peut être le gars bah, dans le plat à 4-5 bornes de l'arrivée. Si on est 10 et que tout le monde se regarde, lui, il peut partir, il peut attaquer et puis surprendre tout le monde. Totalement.
Alors, je crois qu'on a fait un petit peu le tour sur cette grosse preview. Donc, si vous nous avez écoutés jusqu'à maintenant, et ben déjà, merci. Et ensuite, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires, vous aussi, en fonction des rubriques qu'on a présentées, quels sont vos favoris, quels absents vous déçoivent, est-ce que vous avez une petite surprise du chef, et quel Français va briller, qui aura le leadership dans ces magnifiques championnats du monde. Alors les championnats du monde, on le répète, c'est dimanche matin, prise d'antenne 2h15, arrivée prévue autour de 8h50. Pas nous, hein. Tu me réveilles pas au milieu de la nuit à 2h15. Ah si. Ah oui. Non, ah ouais, non, je pense que... Alors, je vais vous donner ma technique. Moi, ça va être petit réveil à 7h. Et voilà, je pense tranquille. Alors peut-être les premiers tours au fond du lit. Après, j'irai préparer le café et, voilà, avec un petit écran mobile. Et puis on regardera l'arrivée tranquillou, histoire de prendre le petit-déj avec un maillot arc-en-ciel sur les épaules. Et on vous le rappelle, si ça arrive, clairement, Fringala Live à 9h, café croissant. Voilà, vous connaissez, ça va être formidable. En tout cas, c'est tout ce qu'on espère. Bah, c'est tout ce qu'on espère, ouais, c'est sûr. Je crois qu'on en a terminé pour cette émission. C'était un plaisir, Adrien, de te retrouver en tête-à-tête comme ça, là, après avoir été embêté par tous ces viewers pendant la Vuelta. Régler le chat. Le plaisir était partagé, hein. Je pense qu'on a fait le tour sur ce qui nous attend dimanche. J'espère au moins qu'on a cité le nom du futur vainqueur, quand même. Ouais, c'est clair. Alors d'ailleurs, on sait jamais. Tu mises ta maison sur qui, toi? On sait jamais. Moi, je mise ma maison sur rien du tout. Allez, non mais comme ça. Si tu devais miser ta maison, sur qui tu la mises? Trop risqué. En tout cas, pas Jay Hindley. Mon rêve, Jay Hindley passe. Je te préviens, je suis là à 10h devant chez toi pour avoir les clés. Camion de déménagement, huissier de justice. Est-ce qu'on fait live si Jay Hindley gagne? Non, quand même pas, faut pas déconner. Non, faut pas déconner, ok. Ok, nickel. Eh ben, merci à toutes et tous de nous avoir suivis pendant cette émission. On espère qu'elle vous aura plu. Si vous nous découvrez, comme on l'a dit en début d'émission, n'hésitez pas à vous abonner donc sur YouTube, sur Instagram, tout ça pour nous suivre. Vous aurez tous les liens dans la description. En attendant, on pense à s'alimenter dès qu'on se réveille dimanche matin parce que mine de rien, entre 7h et 9h, on peut avoir un petit creux. Il y a moyen de choper une fringale et oui, il faut s'alimenter dès le réveil quand on regarde un mondial. C'est hyper important. La base, surtout que le dimanche matin, c'est un peu le moment où il faut se faire plaisir, petit brunch, petits œufs brouillés. Enfin, vous aurez le temps de vous mettre bien. En attendant, prenez soin de vous. On se retrouve soit dimanche et on l'espère à 9h pour un Fringala Live spécial arc-en-ciel, les bras levés, tout ça. Sinon, lundi prochain, le soir, pour un petit live débrief des championnats du monde. En attendant, prenez soin de vous. Pensez à vous alimenter car la fringale guette. Salut Adrien. Ciao, salut. Salut, bye.